Bienvenue dans les Chroniques d'une Lady, le podcast des romans classiques du 19e siècle, chapitre par chapitre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et c'est parti. Rappel des chapitres 18 et 19. Dans le chapitre 18, Elinor n'était pas satisfaite de la visite d'Édouard Ferrars, car il semblait pris d'une grande inquiétude. Mais grâce à une découverte de Marianne, il est tout à fait possible qu'Édouard ressente une tendre affection pour elle. Suite à une conversation et à l'attitude de Marianne, il a compris que celle-ci avait un amoureux qui a dû quitter les environs au regret de tous. Dans le chapitre 19, après le départ d'Édouard, Elinor était décidée à surmonter sa peine, mais pas de la même manière que sa sœur. Elle se mit au dessin, employa utilement ses journées, sans chercher à parler de lui et sans éviter d'en parler, et prenant intérêt à tout ce qui se disait. Quelques jours plus tard, la famille Dashwood ont reçu la visite inattendue de la cadette de Madame Jennings, Charlotte et son mari, Monsieur Palmer. Le jeune couple sont très différents l'un de l'autre, qui en étonnait plus d'un. Monsieur John invite les demoiselles Dashwood à passer la journée du lendemain au parc en compagnie des invités de celui-ci. Raison et sentiments, chapitre 20. Le lendemain, il pleuvait à verse. Elinor et Marianne espéraient qu'avec ce temps, elles seraient dispensées de dîner au parc. Mais de très bonne heure arriva l'équipage de Sir John. Madame Palmer était aussi joyeuse que la veille. Elle fit comme s'ils étaient meilleurs amis intimes, riant aux éclats, et exprima sa joie de les revoir. Elle s'assit entre elles et leur prenant à chacune une main. Elle leur dit que je suis enchantée que vous soyez venus. J'en désespérais quand j'ai vu ce temps, et puis j'ai pensé que c'était une raison de plus pour ne pas rester seule chez soi à regarder tomber la pluie. Il eût été bien cruel que vous ne fussiez pas venus, car nous repartons demain, à ce que M. Palmer vient de me dire. Je croyais rester au moins 4 jours et j'en étais charmée. Il est si drôle, M. Palmer. Jamais il ne me dit rien qu'au moment même. Moi, je suis désolée de vous quitter déjà, mais nous nous retrouverons cet hiver à Londres. Et sa désolation s'exprima par un éclat de rire. Donc Charlotte est toujours d'une humeur très joyeuse, malgré les déconvenues. Elle rigole de tout, prend tout très à la légère. Les demoiselles Dashwood lui dirent qu'elle ne pourrait pas venir en ville, qu'elle resterait à la campagne pour Noël. Charlotte, dans tous ses états, répond « Mais c'est impossible, il faut absolument y venir. Je vous arrêterai une charmante maison tout près de la nôtre. Je vous servirai de chaperon partout où vous voulez aller. » Car les femmes mariées ont ce privilège. Mais elles répétèrent qu'elles ne comptaient pas du tout aller à Londres. Monsieur Palmer entra avec sa mine importante et renfrognée, comme la veille. « Ah, mon amour, lui dit sa femme, venez vous joindre à moi pour persuader ces dames d'aller cet hiver à Londres. On ne peut rien vous refuser. » Son amour ne fit aucune réponse et salua légèrement. « Quel horrible temps, dit-il. Il fait paraître tout insupportable. La pluie a cet excès et aussi ennuyeuse au-dedans qu'au dehors. Aussi, pourquoi diable Sir John n'a-t-il pas un billard dans sa maison? Que veut-il qu'on fasse chez lui quand il pleut? À quoi veut-il qu'on s'amuse? Combien peu de gens savent s'arranger chez eux? Sir John est aussi désagréable que le temps. » Et il s'enfonça dans son fauteuil. Il est très aimable, Monsieur Palmer. On l'adore. Depuis qu'on l'a rencontré, il fait que faire la tête. Soit il ne parle pas et il a l'air vraiment renfrogné et il reste dans son coin, ou soit il est désagréable et se plaint constamment. Sir John taquine Mademoiselle Marianne en disant qu'elle ne pourra pas faire son pèlerinage à Allenham. Charlotte en profite en disant « Oh, ne soyez pas si mystérieuse avec nous, Marianne. Nous savons tout, je vous assure, et j'admire votre bon goût, car il est très bel homme. Notre terre n'est pas très loin de la sienne, pas plus de 10 miles, je crois. » « Plutôt 30, dit son mari. « Oh, c'est à peu près de même. C'est la plus laide et la plus abominable maison que j'ai jamais vue de ma vie, dit M. Palmer. »« Mon amour, dit-elle en riant, vous êtes en humeur de contredire aujourd'hui. »« Aujourd'hui, comme toujours, répondit-il, quand on dit devant moi des bêtises ou des faussetés. » Charlotte éclata de rire. L'indifférence étudiée de son mari, son insolence, son mécontentement, son dédain ne lui donnaient aucun chagrin. Plus il était dur avec elle et plus elle riait de bon cœur. Alors c'est la technique de Charlotte. « Monsieur Palmer est si drôle !» disait-elle à voix basse à Elinor. « Il est toujours de mauvaise humeur. »
Il faut vraiment apprécier un mari comme ça. Enfin, moi, ça serait pas possible. Elinor, qui arrivait toujours à démêler le fond des caractères, Elving, qui se montrait d'une apparence rude et grossière, mais elle remarqua avec plusieurs petites observations qu'il n'était ni si aussi rude, ni aussi mal élevé qu'il voulait le faire paraître. Son caractère s'était peut-être aigri avec les quelques mois de mariage, et le fait qu'il se rende compte qu'il était enchaîné pour la vie avec cette femme assez jolie, bonne enfant, mais n'ayant pas une idée et niaise dans toute l'étendue du terme. En fait, il y avait plus d'amour-propre qu'on retrouve chez certains hommes, qui les perçoit qu'ils sont supérieurs à la plupart de ceux qu'ils rencontrent. Et sa supériorité sur sa femme était trop décidée pour qu'on pût le contester. Il s'accoutuma bientôt à l'étendre sur tous ceux qu'il voyait, et c'est de là que venait l'air de dédain et d'ennui qu'il portait dans le monde. Il pensait se distinguer par là des autres hommes, mais Elinor était convaincue que s'il pouvait consentir à se laisser aller à son naturel, il pourrait être fort aimable. Dans tous les cas, elle préférait l'inégalité de son humeur que la trop bonne humeur de Madame Charlotte. « Ah, chère mademoiselle Dashwood, répondit Charlotte, il me vient une charmante pensée. Il faut absolument que vous veniez passer quelque temps chez moi à Cleveland aux fêtes de Noël. » Toutes deux la remercièrent et refusèrent résolument son invitation. Charlotte en parut très surprise. Par la suite, Elinor avait envie d'en savoir davantage sur Willoughby, sur son caractère, sur son genre de vie, car elle savait que Madame Palmer était sa voisine de campagne et aimait beaucoup causer de tout. Donc elle lui dit qu'elle le connaissait extrêmement bien, mais qu'elle lui avait jamais parlé, qu'il intéressait aussi également beaucoup de filles, mais que Monsieur Palmer n'avait jamais fait de visite parce qu'il était de l'opposition. Et elle répondit également: « Je sais aussi pourquoi vous vous informez de lui, c'est qu'il doit épouser votre sœur, j'en suis transportée de joie, car elle sera ma voisine. » Elinor lui assure qu'elle n'est pas au courant de ça, et elle lui demande qui a parlé de ce projet de mariage. Et du coup Charlotte répond: « Mais tout le monde! Je n'ai pas entendu autre chose en passant à Londres. » « Allons, mais c'est impossible, chère Madame Palmer. Sur mon honneur, rien n'est plus vrai. J'ai rencontré le colonel Brandon lundi matin quand nous allions partir et il me l'a dit. Je vous assure qu'il me l'a dit. Tenez, je vais vous conter ce qui s'est passé à cette occasion. Maman m'écrit qu'il y a une nouvelle famille à la Chaumière, des demoiselles excessivement jolies et que la plus jolie des trois doit épouser Monsieur Willoughby de Hautecombe. Est-ce vrai, je vous en prie, colonel? Vous devez le savoir puisque vous avez été dernièrement en Devonshire. Et que vous a répondu colonel? Oh, rien, presque rien, mais il devient rouge et pâle. J'ai bien vu cela, et comme s'il avait dit que c'était bien vrai, et à ce moment j'en étais certaine. Comme ce sera délicieux. Et ce mariage aura-t-il lieu bientôt? Là on peut voir en fait qu'elle a appris que Marianne et Willoughby allaient se marier, mais en fait par une lettre de sa mère. C'est pas le colonel Brandon qui l'a crié sur tous les toits qu'ils allaient se marier, et que le fait qu'ils l'ont entendu partout à Londres, non c'est pas vrai. C'est juste qu'elle a eu la lettre, elle en a parlé au colonel Brandon, lui ne sachant que dire, il a essayé de le cacher, mais en fait il est très expressif, et là-dessus elle a dû se dire: ah bah oui c'est totalement vrai. Donc c'est assez marrant quand elle dit oui tout le monde en parle. En fait non, t'as juste reçu une lettre qui te disait qu'ils allaient se marier. En plus cette lettre a été écrite par sa mère, mais connaissant Madame Jennings, on sait que c'est notre petite commère du village. Donc il n'y a pas vraiment de grande assurance sur ce mariage prévu entre Willoughby et Marianne. Elinor dédaigna de répondre et passa à autre chose en demandant si le colonel Brandon se portait bien, vu qu'il était parti précipitamment. Elle répondit que oui, très bien, il était si plein de vos mérites que je ne sais ce qu'il ne m'a pas dit de vous. J'en suis flattée, répond Elinor. Il me paraît un excellent homme et il me plaît beaucoup. Et Charlotte répond: et moi aussi, je vous assure, c'est un charmant homme que le colonel Brandon. C'est seulement grand dommage qu'il soit si sombre et si ennuyeux. Toujours cet avis qu'il soit sombre, ennuyeux, timide. Et là, Elinor demande: est-ce que Monsieur Willoughby est bien connu dans la bonne société? Oh oui, très connu. Je ne crois pas cependant que beaucoup de gens le fréquentent, mais on le trouve très agréable, je vous assure. Personne n'est plus aimé que lui parmi les femmes. Vous pouvez le dire à votre sœur, elle est bien heureuse d'avoir fait sa connaissance. Il est si riche. Quant à moi, je vous admire beaucoup toutes les deux. Je suis charmée d'avoir fait votre connaissance et j'espère vous revoir souvent. Il me vient une charmante pensée. Il me faut à présent que vous épousiez le colonel Brandon. Ne le voulez-vous pas? Elinor ne put s'empêcher de rire. Elinor cessa l'entretien, sans avoir rien appris de ce qu'elle voulait savoir au sujet de Willoughby, sur son caractère, sa façon d'être, ce qu'il faisait à Londres.
pour rassurer sa sœur, mais aussi pour se rassurer elle-même. Et elle était fatiguée de tout ce qu'elle avait entendu. Je pense que mine de rien, Mademoiselle Charlotte, même si elle est très enjouée, qu'elle rigole de tout, et comme le disait précédemment qu'elle était niaise, et bah ça doit être assez fatigant. Déjà connaissant Madame Jennings, vu son caractère et vu comment elle est fatigante, je pense que sa fille cadette doit être dans le même genre. Raison et sentiment, chapitre 20. Les Palmer repartirent le jour suivant. Pour Sir John et Madame Jennings, il était impossible de ne pas chercher une société nouvelle et de rester seuls. Et pour se désennuyer dans leur solitude, ils firent un matin une excursion à Exeter et rencontrèrent par là 2 parents éloignés de Madame Jennings. Et ce fut assez pour Sir John de les inviter tout de suite à venir passer quelque temps au parc. Extrêmement flattés, les 2 cousines accepta avec joie et il fut convenu qu'elles arriveraient le lendemain. Lady Middleton, Milady, fut au désespoir au retour de son mari, d'apprendre qu'elle allait avoir chez elle à sa table, dans son élégant salon, 2 provinciales qu'elle ne connaissait point et sans doute seraient gauches, mal mises et qui auraient mauvaise tournure. En vain son mari et sa mère la rassuraient, en lui disant que les demoiselles Steele étaient 2 charmantes personnes. Mais que pouvaient-elles faire? Elles étaient invitées, elles avaient accepté, il fallait bien les recevoir. Lady Middleton s'y résigna. Elle connaissait trop bien les usages pour manquer à la politesse. Donc elle se promit d'y joindre toute la dignité et la froideur convenables. Elle apprit également que les demoiselles Steele étaient jeunes, donc on pourrait les faire danser et les lier avec les mademoiselles Dashwood, qui ne lui plaisaient pas infiniment. Mais dès qu'elles arrivèrent, Lady Middleton en fut beaucoup plus contente qu'elle ne le s'était imaginé. Leur toilette n'était pas trop éloignée de la mode, et en échange, on entendit beaucoup le nom de Milady, qui fut souvent répété avec des extases sans fin sur le goût de ses appartements, sur la beauté des meubles. Puis alors quand va le tour des enfants, ce fut un enchantement dont on ne peut se faire d'idée. C'était vraiment de petits anges. Milady déclara que c'était les 2 plus charmantes jeunes filles qu'il ait eues au monde et remercia son mari, Madame Jennings, de les avoir invitées. L'éloge et l'hyperbole étaient si rares dans la bouche de Milady que Sir John en fut aussi fier. Il partit à l'instant à la chaumière. Il fallait tout à faire cessante apprendre à Mademoiselle Dashwood, enfin aux demoiselles Dashwood, l'arrivée des 2 plus charmantes filles qu'il y eut au monde. Venez, venez, disait-il, vous serez enchantés, ravis. Elles ont gagné le cœur de Lady Middleton au premier moment. Ce sera de même avec vous, vous verrez. Lucie, la cadette, qui est très belle et aussi gaie qu'agréable. Mes enfants sont déjà autour d'elle comme autour de leur maman. On leur a dit à Exeter que vous étiez aussi les plus belles personnes du monde. Vous voyez, Elinor? Oui, Sir John, j'admire le hasard étonnant qui rassemble à Barton les 5 plus belles personnes de l'univers. Et il obtenu la seule promesse d'aller le lendemain faire visite aux nouvelles venues. Il s'en alla surpris de cette indifférence. Et il continua de vanter ses cousines aux demoiselles Steele que chacune d'elles devait s'attendre à voir des êtres parfaits. Quand arriva le lendemain, l'aînée des demoiselles Steele, Mademoiselle Anne, avait près de 30 ans, assez d'embonpoint, un de ces visages insignifiants, sans expression, dont on n'a rien à dire, ni en bien ni en mal. Lucie, la cadette, c'est le prodige de beauté, n'avait que 22 ou 23 ans et était en effet très jolie. Ses traits étaient réguliers, son regard perçant. Elle avait dans sa tournure quelque chose qui n'était ni de la grâce ni de l'élégance, mais qui la faisait remarquer. Et leur abord fut très poli. Elinor ne manqua pas de reconnaître qu'elles avaient une sorte d'esprit. Elle parlait avec ravissement des enfants de Sir John et de Milady, de leur beauté, de leur intelligence. Elle jouait avec eux, supportait tous leurs caprices, répondait sans se lasser à leurs questions importunes. Avec Milady, elles admiraient l'arrangement de la maison, la bonté d'aimer, le goût de sa parure, lui demandaient des patrons de ses broderies, des modèles de ses chiffons, lui offraient de l'aider dans ses souffrages ou de faire mille bagatelles pour amuser les enfants. Et elles finirent même la journée avec les rubans de leur ceinture dénoués, leurs cheveux défaits, leurs boucles d'oreilles tordues, leurs bracelets décrochés, toutes leurs bagues tirées de leurs doigts et roulant sur le plancher, leurs corbeilles d'ouvrage renversées, leurs ciseaux perdus, tout cela était charmant. Ils avaient une activité adorable, une grâce parfaite dans leurs petits mouvements. Tout était délicieux pour eux, les enfants de vrais petits anges. Milady Middleton était heureuse et applaudissait avec un énorme sourire.
et ne s'étonnait pas de l'appétit des mademoiselles Dashwood. Ce que d'ordinaire a caressé les enfants mais sans s'en laisser tourmenter. Lady Middleton, elle dit que son fils est très gentil mais très animé aujourd'hui, quand elle le vit en train de prendre le mouchoir de mademoiselle Anne et de le jeter par la fenêtre. C'est un petit malicieux. Et William, mon autre fils, sera votre petit amoureux, mademoiselle Lucy. Je vois cela. Et l'enfant était en train de lui pincer le bras, de manière à y laisser une marque noire. Et il eut un baiser de la souffrante Lucy. Concernant Anna Maria, la petite dernière, elle l'avait pris sur ses genoux. C'est une petite fillette de 3 ans, une idole de sa mère, et par conséquent la plus méchante. Au moment où elle voulut l'embrasser, une épingle de Lucy toucha le cou de la petite. Et ce modèle de sagesse poussa de tels cris et donna des coups si violents de sa petite main sur celle de Lucy que cette dernière fut obligée de la mettre à terre et la couvrir de baisers en jetant la coupable épingle et en demandant 1000 et 1000 pardons à l'enfant et à sa mère. Et sa mère était partie chercher de l'eau en courant et bassiner la plaie à peine qu'on pouvait voir. Lucy, toujours à genoux, donnait à la petite des morceaux de sucre l'un après l'autre pour se faire pardonner. En voyant cela, la petite redoublait et battait tout le monde avec ses petits poings fermés et l'autre main pleine de sucre. Pour calmer la petite, la maman repensa qu'elle aimait passionnément la marmelade d'abricot et elle l'emmena lui en donner, ce qui calma cette crise. Mademoiselle Anne dit « Quelle charmante petite créature, cet accident aurait pu être affreux. » Marianne, avec un ton ironique, « Je ne crois pas qu'il y ait danger de mort. » Et Lucie répond « Je ne me consolerai jamais d'avoir été la cause de cet accident. Une enfant si aimable que sa mère aime tant, si passionnément. Quelle femme enchanteresse que Lady Middleton, si belle, si élégante et si sensible. Ne trouvez-vous pas, mademoiselle ?» Marianne garda le silence. Il lui était impossible de dire ce qu'elle ne pensait pas. Donc c'est Elinor qui prit le relais. Elle parla également de Sir John, comme quoi c'était un des meilleurs hommes, un excellent mari, un bon père et un bon ami. On parla également des enfants. On pourrait peut-être les trouver un peu gâtés, un peu turbulents, mais j'aime les enfants pleins de vie et de feu. Je ne puis les supporter timides et tranquilles, disaient Lucy et Anne. Après une longue pause, Anne demanda brusquement à Elinor « Aimez-vous le Devonshire ?» Norland est une magnifique demeure, et passer de là dans une chaumière, c'est assez triste. Lucy lança un regard à sa sœur et se hâta de dire « Sir John et Milady, arrangés, on reconnaissait leur goût. » Mais qui leur avait dit que Norland était l'une des plus belles campagnes de l'Angleterre? Elinor répond que il y en a de plus belles encore, et qu'il n'y a peu ou point de chaumières comme la nôtre. Anne, toujours dans son idée, lui demandait pourquoi lui donner ce nom. Un nom de fantaisie, un nom romanesque? Anne se tut et reprit bientôt. Aviez-vous des élégants en Norland? Je crains que les demoiselles Dashwood ne s'ennuient à Barton si elles n'en voient point. Je pense que si votre frère vous ressemble, il devait être charmant avant d'être marié. Il était si riche. C'était un merveilleux, n'est-ce pas? Un véritable élégant. Elinor eut du mal à comprendre et lui dit « Je ne comprends pas parfaitement ce que vous entendez par un merveilleux. Je puis vous dire que si mon frère en était un avant son mariage, il l'est encore, car il n'est pas du tout changé. » Ah mon Dieu, quelle idée! Un homme marié élégant. Je ne puis me représenter cela. Les hommes mariés me sont à moi très indifférents, répond Anne. Lucy lui dit « N'avez-vous rien d'autre à dire? Les mademoiselles Dashwood vont croire que vous n'avez autre chose dans l'esprit. » Et les deux plus charmantes personnes du monde étaient jugées dans l'esprit d'Elinor et de Marianne. La commune familiarité de l'aînée et son mauvais ton la déconsidéraient. Quant à la cadette, elle n'était pas aveuglée par sa beauté. Elle ne trouvait rien chez elle qui pût lui plaire. Donc les demoiselles Dashwood quittèrent la maison sans désirer de les mieux les connaître. Quant aux demoiselles Steele, elles étaient venues en quête d'être approuvées par tout le monde. Et donc elles trouvaient parfait les maîtres, la maison, les enfants, les chevaux, les chiens, les meubles, les belles cousines. Tout était parfait et merveilleux. Les demoiselles Dashwood étaient déclarées les personnes les plus belles, les plus élégantes, les plus accomplies en tout point qu'il fut possible de voir, et celles dont elles désiraient le plus passionnément devenir les intimes amies. Et Sir John le désirait pas moins, et il fait tout pour serrer les liens. Et pour lui, pour resserrer les liens, avoir une relation intime, il suffisait de se voir en société et de causer ou de danser ensemble pour être intime. Dès leur troisième rencontre, l'aînée, donc Anne, fistait
Elinor sur ce que sa sœur avait fait la conquête du beau et de l'élégant Willoughby. Elle demanda également si Elinor n'avait pas un prétendant. Donc celle-ci se mit à rougir. Sir John, toujours dans les parages, en profita pour commenter et expliquer que son tendre amoureux son prénom commençait par la lettre F. Enfin, son nom commençait par la lettre F. Et là, les demoiselles Steele le pria de lui dire le nom. Et il répondit à mi-voix, c'est Ferrare. Mais je vous en prie, n'en parlez pas, c'est encore un secret. Ferrare, est-il possible? Le jeune Ferrare, le frère de votre belle-sœur, mademoiselle Elinor. Et donc l'heureux mortel dont parle Sir John? Eh bien, j'en suis charmée pour plusieurs raisons. C'est un très agréable jeune homme, je le connais très bien, c'est un élégant. Donc on a compris que le mot élégant, c'était le mot favori d'Anne, pour parler d'un jeune homme de bon ton. Et Lucie la cadette aimait bien toujours reprendre sa sœur. Comment pouvez-vous dire que nous connaissons très bien? Nous l'avons vu par hasard une fois ou deux chez mon oncle. Et ce n'est pas le connaître. Vous savez fort bien que je ne connais pas du tout Monsieur Ferrare. Elinor écoutait avec attention. Qui était cet oncle? Où demeurait-il? Comment Édouard le connaissait-il? Elle aurait voulu que l'entretien continuât, sans pourtant s'y joindre elle-même pour en savoir davantage. Et elle trouva que Madame Jennings était bien peu curieuse ou bien discrète à ce moment-là. Elle aurait bien voulu qu'elle pose des questions, qu'ils aillent plus loin dans ses informations. Et de plus, la manière dont Lucie avait parlé d'Édouard l'avait frappée et lui donnait l'idée qu'elle savait ou croyait savoir quelque chose à son désavantage. Dans tous les cas, sa curiosité ne fut point satisfaite car on ne reparla plus du tout d'Édouard Ferrare. Nous faisons enfin la connaissance de deux nouvelles cousines de Madame Jennings, donc Anne et Lucie Steele. Elles font un ravissement merveilleux pour Milady Middleton, étant donné qu'elle trouve que ses enfants sont merveilleux, son salon est merveilleux, toute sa toilette est merveilleuse, tout est parfait. Elles envient tellement Milady qu'elle se sent complètement heureuse, tellement reconnue, tellement fière, qu'elle peut dire que ces personnes sont vraiment des êtres parfaits et merveilleux. À côté de ça, Elinor et Marianne ont bien compris leur jeu, qu'elles en faisaient beaucoup trop, qu'elles arrivent, elles ont les cheveux complètement défaits, elles se font mordre, elles se font taper, mais elles continuent à dire qu'ils sont un petit peu turbulents, mais c'est ce qu'il faut pour des enfants. Alors moi j'ai des enfants, il est hors de question qu'ils tapent, qu'ils frappent, qu'ils mordent les autres personnes, hein. Et un petit peu gâtés, non je dirais beaucoup gâtés. Et elles ont réussi, on peut voir en fait un double jeu, que Anne, donc qui a la trentaine, elle cherche un parti, c'est ça qu'elle cherche. Elle essaye de voir s'il y a du monde par ici, des beaux jeunes hommes, enfin des élégants, quand elle en parle. Et je pense qu'elle doit être étonnée que les demoiselles d'Ashwood, sachant qu'ici c'est assez petit, c'est un petit village, elles ont déjà rencontré du monde et en plus de ça, apparemment il y a des promesses de mariage. Et il s'agit en fait de très bons partis. Donc je pense qu'elle doit être quelque peu jalouse de cette situation, car elle aimerait bien être à la place des demoiselles d'Ashwood. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle les rabaisse en disant « Oh, à la chaumière, alors qu'à Norland, c'était carrément mieux. » Bah oui, c'est sûr que le grand domaine de Norland n'a rien à voir avec la petite chaumière, mais c'est beaucoup plus accueillant, elles se sentent beaucoup plus chez elles. Dans tous les cas, ça a permis à Elinor d'en apprendre un peu, davantage sur Édouard. Apparemment, il connaît leur oncle, c'est-à-dire qu'il doit passer par moments par là-bas. Donc, était-il là-bas quand il est venu les voir à la chaumière? C'est fort possible. Il est passé 2 ou 3 fois, donc peut-être qu'il est passé là-bas leur dire bonjour, quelque temps avant qu'ils viennent les voir à la chaumière et qu'ils repartent à Norland ou à Londres, je sais plus, je crois qu'il est parti à Londres. Et comme par hasard, Madame Jennings ne saute pas sur l'information, ne pose pas 40 000 questions pour savoir le vrai du faux, ne mène pas l'enquête, ne demande pas de l'aide de ses domestiques pour en savoir le plus possible. Non, elle reste plutôt discrète et écoute. Ce qui ennuie beaucoup Elinor, qui aurait voulu en savoir davantage, et en même temps elle n'a pas envie de poser les questions parce que ça voudrait dire qu'elle s'intéresse à cela, qu'elle est très curieuse et que pour quelqu'un où c'est l'amoureux, elle devrait en savoir déjà pas mal et en
fait là on se rendrait compte que elle ne sait pas grand chose sur Édouard Ferrard, sur ce qu'il fait, sur où il est, sur qui il connaît. Et du coup ça serait la trahir aussi également sur ses sentiments, elle qui aime tellement être discrète. Je pense que dans les chapitres suivants, nous allons en apprendre davantage sur ces demoiselles Steele et sur Anne notamment et sur ce qu'elle convoite le plus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour 2 chapitres. Passez une très belle semaine et à bientôt.